Imaginez les plages dorées de l'Australie, les vagues parfaites de Byron Bay, le rêve de tout backpacker. C'est le décor d'une aventure de fin d'études, un voyage de plusieurs mois à l'autre bout du monde. Pour Théo Hayez, un jeune Belge de 18 ans, ce rêve était devenu une réalité. Pendant des mois, il a exploré ce pays-continent, de Melbourne à la Grande Barrière de Corail, finançant son périple grâce à son travail et une gestion rigoureuse de son argent. Mais le 31 mai 2019, dans le paradis de Byron Bay, à quelques jours seulement de son retour prévu, l'aventure a viré au cauchemar. Théo s'est volatilisé. Derrière lui, pas de corps, pas de témoin, juste une trace numérique, un fantôme sur Google Maps qui dessine un chemin impossible, une course effrénée dans la nuit qui défie toute logique. Comment un jeune homme aussi prudent et organisé a-t-il pu suivre un itinéraire aussi insensé? Était-il seul? Que s'est-il réellement passé durant cette dernière heure, où son téléphone a continué d'émettre des signaux étrangement calmes avant de se taire à jamais? Dans cette vidéo, nous allons disséquer chaque indice, chaque donnée GPS, chaque témoignage pour tenter de percer le mystère du fantôme numérique de Byron Bay. Si c'est votre première fois sur Traces perdues, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Au cœur de la déroutante disparition de Théo Hayez se trouve une profonde et troublante contradiction. L'abîme entre le jeune homme que tout le monde connaissait et la figure énigmatique qui a disparu dans la nuit de Byron Bay. Pour saisir la profondeur de ce mystère, il faut d'abord comprendre Théo, non pas comme une statistique dans un dossier de personnes disparues, mais comme l'individu qu'il était. Une âme responsable, réfléchie et aventureuse sur le point de rentrer chez lui après le voyage de sa vie. Le récit de ces dernières heures, reconstitué à partir de fragments numériques, est en si forte opposition avec son caractère bien établi qu'il soulève une question fondamentale. Que diable a-t-il pu se passer pour qu'il agisse de manière si contraire à sa propre nature? Né le 29 septembre 2000 en Belgique, de ses parents Laurent Hayez et Vinciane Delforge, Théo Jean Hayez était décrit par ses proches comme un jeune homme intelligent, doux et réfléchi avec un avenir brillant. Il était en bonne forme physique, en bonne santé, passionné par le plein air et la protection de l'environnement. De l'avis de tous, il était prudent et mesuré. Il ne buvait de l'alcool qu'occasionnellement et rarement à l'excès, préférant garder le contrôle de lui-même. Il n'avait aucun antécédent de toxicomanie ou de problème de santé mentale. Ce portrait d'un jeune homme sensé et peu enclin au risque n'est pas un simple éloge familial. C'est un thème constant repris par ses amis et confirmé par ses actions tout au long de ses nombreux voyages. Il était certes un aventurier, mais un aventurier qui opérait dans des limites qu'il s'imposait lui-même. Avant de se lancer dans son année sabbatique, il avait promis à sa mère que, tout en cherchant l'aventure, il serait toujours prudent et ne prendrait que des risques calculés. Ce profil, méticuleusement documenté par des témoignages et des correspondances personnelles, constitue le fondement de tout le mystère. C'est la ligne de base à laquelle les événements bizarres du 31 mai 2019 doivent être mesurés. La gestion de son argent durant ce périple témoigne également de sa maturité. Il tenait un compte précis de ses dépenses pour s'assurer que son budget dure jusqu'à la fin de son aventure. Le voyage de 7 mois de Théo à travers l'Australie avec un visa vacances-travail témoignait de sa compétence, de son indépendance et des liens étroits qu'il entretenait avec sa famille. Il a atterri à Melbourne le 12 novembre 2018, où il a été accueilli par son parrain, Jean-Philippe, J.P. Pector, chez qui il est resté plus d'1 mois, revenant même pour fêter Noël. Cela lui a permis d'établir un réseau de soutien crucial en Australie. Ses voyages étaient étendus et bien planifiés. Il a travaillé à l'Open d'Australie à Melbourne, a effectué des travaux agricoles à Shepparton, puis est parti explorer la Tasmanie. Son itinéraire témoignait de son amour pour le paysage australien vaste et varié, l'emmenant dans des road trips autour d'Alice Springs, et de là à Darwin, Litchfield et le parc national de Kakadu,
Il a travaillé pour une famille près de Cairns avant de visiter la Grande Barrière de Corail, puis a descendu la populaire route de la côte Est, s'arrêtant pour surfer à Agnes Water et Noosa et pour visiter les Whitsundays et Fraser Island. Dans ses communications avec sa famille, il a décrit le voyage comme lui ayant procuré certains des meilleurs moments de sa vie. Ce voyage naine n'était pas seulement une aventure, mais aussi un investissement économique personnel, où le travail lui permettait de financer la poursuite de son exploration. Fin mai 2019, la grande aventure de Theo touchait à sa fin. Après avoir rendu visite à ses cousins Lisa Hayes et Michael Dorcom à Brisbane, il a pris un bus pour la Gold Coast, puis, le 29 mai, est arrivé dans la ville côtière de Byron Bay. Était censé être une brève et dernière étape. Il s'est enregistré à l'auberge Wake Up, payant d'avance son hébergement jusqu'au lundi 3 juin. Ses plans étaient concrets. Il avait un billet de bus pour Sydney le 3 juin, un autre pour Melbourne le 4 juin, et un vol réservé pour rentrer en Belgique à la mi-juin pour commencer l'université. Cette planification méticuleuse et son retour imminent chez lui sont des faits essentiels. Ils contredisent de fortement toute théorie suggérant qu'il avait l'intention de disparaître ou de se suicider. Une conclusion plus tard formellement approuvée par le coroner de l'État. Theo n'était pas une personne à la dérive. Était un jeune homme avec un chemin tout tracé, attendu avec impatience par une famille aimante. Cela rend la théorie officielle de la police de la mésaventure, un scénario qui exige de croire que ce même individu prudent et organisé s'est soudainement engagé dans un comportement inexplicable et très imprudent, d'autant plus difficile à accepter pour sa famille et de nombreux observateurs. La dissonance entre le Theo qui a réservé son billet de bus pour rentrer chez lui et la personne qui aurait escaladé une falaise dangereuse et inconnue dans le noir est le conflit central et angoissant de l'affaire. C'est ce conflit qui alimente la conviction persistante qu'il ne pouvait pas être seul. La soirée du vendredi 31 mai 2019 a commencé comme une nuit ordinaire pour un routard à Byron Bay. Elle a débuté par un barbecue communautaire et des boissons avant de se déplacer dans un bar local. Pourtant, une seule décision d'un agent de sécurité juste après 23h allait devenir ce que les enquêteurs ont appelé un « moment porte coulissante ». Un point pivot qui a fait dévier le chemin de Theo du familier et du sûr vers un royaume de mystère profond d'où il ne reviendrait jamais. Lors de ce qui a été décrit comme une nuit inhabituellement froide pour Byron Bay, Theo a participé à un barbecue sur la terrasse arrière de l'auberge Wake Up. Plus tôt dans la soirée, vers 19h45, lui et un nouvel ami avaient pris un Uber pour retourner à l'auberge après avoir acheté de l'alcool pour l'événement. Le coût de ces boissons était partagé, une pratique courante chez les voyageurs pour gérer leur argent. Au barbecue, il a rencontré un autre voyageur belge, Antoine Van Lettam, et les deux ont rapidement sympathisé. Un point crucial établi par les preuves données lors de l'enquête du coroner par chaque personne qui a passé du temps avec lui cette nuit-là était l'état de sobriété de Theo. Aucun d'entre eux ne se souvenait qu'il ait bu beaucoup ou qu'il ait été affecté par l'alcool. Il a été décrit comme n'étant pas visiblement ivre ou même visiblement éméché. Ce témoignage collectif est en opposition directe avec l'événement qui allait définir le reste de la nuit. Après le barbecue, Theo et un groupe d'autres voyageurs de l'auberge ont décidé de se rendre à pied en ville au Cheeky Monkeys, un bar populaire sur Johnson Street. Les images de vidéosurveillance les montrent entrant vers 21h35. À l'intérieur, le groupe s'est séparé sur la piste de danse. Theo a passé environ 5 minutes aux toilettes, et alors qu'il sortait pour rejoindre la zone de danse, il a été arrêté par un agent de sécurité. Ce moment marque la dernière fois que l'un de ses amis l'a vu. L'agent de sécurité, George Mackey, soupçonnait Theo d'être en état d'ivresse et lui a demandé de sortir. Une fois dehors, la photo de Theo a été prise et on lui a dit qu'il devait partir et ne pouvait pas revenir. La raison officielle donnée par le bar était qu'il approchait de l'intoxication. Cette évaluation est l'un des points les plus litigieux de toute l'affaire.
Les amis de Théo, qui étaient avec lui quelques instants auparavant, n'ont catégoriquement qu'il était ivre. L'agent de sécurité lui-même, tout en maintenant son évaluation, a confirmé dans son témoignage que Théo était coopératif, calme et ne montrait aucun signe d'agressivité lorsqu'on lui a demandé de partir. Cette description ne correspond pas à l'image de quelqu'un de gravement en état d'ébriété. De plus, les images de vidéosurveillance de TOS éloignant du bar le montrent préoccupé par son téléphone, manquant même de percuter un poteau, mais il ne semble pas visiblement instable sur ses pieds, d'une manière qui suggérerait une intoxication significative. L'écart est un signal d'alarme majeur qui complique tout le récit. Si l'évaluation du videur N était qu'une erreur de jugement, elle a eu des conséquences tragiques. Si Théo N n'était pas significativement intoxiqué, alors son voyage bizarre ultérieur ne peut pas être facilement rejeté comme les errances confuses d'une personne ivre. Cette ambiguïté ouvre la porte à d'autres possibilités. Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu demander de la drogue à d'autres clients, ce qui aurait pu être la véritable raison de son renvoi, organisant potentiellement une rencontre plus tard dans la nuit. Le litige sur son niveau d'intoxication n'est donc pas un détail mineur. C'est le pivot sur lequel reposent les deux théories dominantes de l'affaire, la mésaventure et l'acte criminel. Vers 23h07, les caméras de sécurité ont capturé la dernière image connue de Théo Hayez. On le voit éloigné du Cheeky Monkeys, seul, le visage illuminé par l'écran de son téléphone. À partir de ce moment, sa présence physique est effacée et il devient un fantôme numérique, son chemin traçable uniquement à travers les miettes de pain électronique laissées par son appareil. Était un chemin qui ne menait pas à la sécurité de son auberge, mais dans l'obscurité. Lorsque Théo Hayez est sorti du champ de la dernière caméra de vidéosurveillance, le seul témoin de son voyage est devenu son téléphone portable. L'empreinte numérique qu'il a laissée, minutieusement récupérée et analysée, raconte une histoire de profonde contradiction. Elle cartographie un voyage où l'intention déclarée de l'utilisateur, retourné à son auberge, est constamment défiée par ses mouvements physiques. Ce schisme entre son moi numérique et son moi physique est l'énigme centrale de l'affaire. Une odyssée bizarre d'une heure, qui l'a mené du centre-ville à une brousse dangereuse et inconnue. Les données principales proviennent des services de localisation de Google et des enregistrements des antennes cellulaires. Ces informations n'ont pas été immédiatement disponibles pour la police en raison d'obstacles juridiques et bureaucratiques. C'est plutôt la famille de Théo qui a réussi à deviner ces mots de passe, qui a d'abord déverrouillé ce coffre-fort numérique et fourni la première carte cruciale de ses derniers mouvements connus. La piste commence au moment où il quitte le bar. Les données de son téléphone le montrent marchant dans la direction opposée de l'auberge Wake Up. Un peu plus d'une minute après la dernière observation par vidéosurveillance, il s'arrête sur Kingsley Street et, pour la première de nombreuses fois, ouvre Google Maps et cherche l'itinéraire pour retourner à son auberge. La carte lui montre clairement sa position et le bon chemin. Pourtant, il continue de s'en éloigner. Il continue pendant près de 5 minutes à un rythme soutenu de plus de 7 km/h, arrivant au bout de Tennyson Street près du Byron Youth Activities Center. Là, près d'un ensemble de filets de cricket et d'une dalle de béton, il s'arrête pendant près de 7 minutes. Cette pause de 7 minutes est un événement critique et inexpliqué. C'est un moment d'immobilité dans un voyage de mouvement constant, et c'est devenu un point central pour les théories selon lesquelles il attendait ou rencontrait quelqu'un. À 23h21, il se remet en mouvement. Il traverse un terrain de sport et serpente à travers des rues résidentielles sombres, s'éloignant toujours de son auberge, mais vérifiant la carte montrant le chemin du retour à plusieurs reprises. Son chemin semble déterminé, pas l'errance sans but de quelqu'un qui est perdu. Il atteint finalement le bout de Milne Street, où le paysage suburbain cède la place au parc national d'Arakwal. Ici, au lieu de prendre le sentier principal et clairement balisé de Milne Track qui mène directement à Tallow Beach, il bifurque sur un sentier de brousse distinct et beaucoup plus difficile en direction du nord. Sa vitesse le long de ce sentier est étonnante.
Dans l'obscurité totale, sur un terrain sablonneux difficile qu'il n'avait jamais visité auparavant, les données de son téléphone indiquent qu'il se déplaçait à une vitesse moyenne de plus de 7,5 km/h, essentiellement un rythme de jogging. Cette action est hautement improbable pour quelqu'un qui est seul, perdu et supposément intoxiqué. Elle suggère fortement soit un état de panique extrême, soit qu'il suivait quelqu'un qui connaissait le terrain. Pendant cette course, il perd sa casquette de baseball Puma grise préférée, qui a été retrouvée plus tard directement sur ce chemin. Le fait qu'il ne se soit pas arrêté pour la chercher ajoute une autre couche d'étrangeté à son comportement. Vers minuit, il sort de la brousse sur Tallow Beach et se dirige vers le nord en direction d'une zone connue sous le nom de Cozy Corner. Là, ses mouvements deviennent encore plus étranges. Il quitte la plage et grimpe une colline escarpée et difficile couverte de brousses épaisses et de lianes enchevêtrées, où il s'arrête pendant 5 minutes et demie avant de retourner à la plage. Certains ont interprété cela comme une possible tentative de se cacher de quelqu'un. À 00:05 le samedi 1er juin, un événement capital se produit. Le suivi de la localisation GPS sur le téléphone de Théo est désactivé. Les experts techniques qui ont analysé les données estiment qu'il s'agissait d'une action manuelle, que lui ou quelqu'un avec lui est allé dans les paramètres du téléphone et a désactivé le service. Ce N n'était pas une fonction automatique du téléphone entrant en mode basse consommation. Cette décision consciente de devenir numériquement invisible à un moment aussi vulnérable est l'une des preuves les plus convaincantes pour ceux qui croient qu'il a été victime d'un acte criminel. Malgré la désactivation du GPS, le téléphone de Théo reste actif pendant près d'1 heure de plus, sa localisation générale étant traçable grâce aux connexions aux antennes cellulaires. Dans cette dernière heure, son activité semble presque bizarrement normale. À 00:20, il envoie un message à un ami sur Facebook Messenger à propos du groupe U2. À 00:23, il regarde les 2 premières minutes d'un sketch comique français, Burger Quiz, sur YouTube, une émission de son pays d'origine, dans sa langue maternelle. À 00:56, il envoie sa dernière communication connue. C'est une réponse sur WhatsApp à un message de son ami Loïc Spice. Le message est une simple phrase familière en français. « Ouais grave ». La réponse à ce message, envoyé plus tard dans la journée, n'a jamais été livrée. Après 1 an du matin, toute activité de l'utilisateur sur le téléphone cesse. Il n'y a plus de messages, plus de recherches, plus de vidéos. Mais le téléphone lui-même reste allumé. Les données cellulaires montrent qu'il est resté dans la région du Cap Byron, juste au nord de Cozy Corner. En fait, l'analyse suggère que le téléphone était en mouvement des heures après le dernier message de Théo, son dernier signal au réseau étant détecté à 13h47, le samedi après-midi avant qu'il ne se déconnecte définitivement. Le schisme entre le moi numérique et le moi physique de Théo est, l'élément le plus insoluble du puzzle. Le moi numérique semble calme, connecté à la maison et conscient de sa position. Le moi physique est engagé dans un voyage à haut risque et absurde dans l'obscurité. Réconcilier ces 2 réalités est le défi qui a déconcerté sa famille, la police et une communauté mondiale de détectives amateurs pendant des années. C'est un voyage qui semble impossible à avoir été fait seul. Pourtant, le dossier numérique n'offre aucune preuve définitive d'un compagnon. La complexité de cette affaire est immense, et si vous appréciez le niveau de détail que nous apportons à nos enquêtes sur Traces perdues, l'une des meilleures façons de soutenir notre travail, qui ne vous coûte aucun argent, est de laisser un like sur cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à recommander notre contenu et nous permet de continuer à produire des investigations approfondies comme celle-ci. La disparition de Théo Hayez a déclenché 2 enquêtes distinctes mais étroitement liées. La réponse officielle de la police, régie par la procédure et la loi, et un effort communautaire sans précédent et spontané, animé par l'empathie et l'agilité. La dynamique entre ces 2 recherches a défini les premiers jours de l'affaire. Le travail passionné et de terrain des bénévoles comblant souvent un vide créé par le rythme plus lent et plus méthodique de l'enquête officielle. L'enquête formelle a commencé avec un handicap important.
Théo a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 31 mai, mais il n'a été officiellement porté disparu que 6 jours plus tard, le 6 juin, lorsque sa famille en Belgique a sonné l'alarme après des jours de silence, et que l'auberge Wake Up a remarqué qu'il n'avait pas réglé sa note. Ce délai de 6 jours a représenté une perte de temps critique, permettant à toute scène de crime potentiel d'être compromise et à la piste de se refroidir. Une fois alertée, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a lancé une recherche massive et multi-agence sous le nom de Strike Force Mulgrey. L'ampleur était impressionnante, impliquant des hélicoptères, des drones, des chiens cadavres, des pisteurs, des plongeurs de la police de l'eau et des grimpeurs spécialisés pour naviguer sur les falaises dangereuses du Cap Byron. Le coût de cette opération représentait une dépense financière considérable pour les contribuables. Les détectives du district de police de Tweed Byron ont été assistés par la brigade des homicides du State Crime Command. Cependant, l'enquête a été immédiatement confrontée à un obstacle redoutable du XXIe siècle: le cryptage numérique et la bureaucratie des entreprises. Alors que le téléphone de Théo était la clé, la police était paralysée par les processus juridiques nécessaires pour obtenir des données de sociétés technologiques multinationales comme Google et WhatsApp, qui appartient à Meta. Le processus du traité d'entraide judiciaire, MLAT, pour demander des informations à des sociétés étrangères, s'est avéré lent et lourd, empêchant les enquêteurs d'accéder rapidement aux données mêmes qui auraient pu guider leurs recherches dans ces premiers jours cruciaux. Bien que WhatsApp ait coopéré, le cryptage de bout en bout de ces messages signifiait qu'ils pouvaient fournir des métadonnées, comme les détails du compte et le statut de dernière connexion, mais pas le contenu des dernières conversations de Théo. Sans corps et avec une piste numérique qui tardait à se matérialiser, la théorie officielle de la police a commencé à se cristalliser autour de l'explication la plus simple: la mort par mésaventure. L'hypothèse dominante est devenue que Théo, perdu et intoxiqué, était tombé des falaises près du phare et avait été emporté par la mer. Bien que l'enquête soit restée ouverte et qu'une récompense de 500 000 $, une somme d'argent qui aurait pu changer la vie de n'importe qui, ait finalement été offerte pour toute information, cette théorie est devenue la position publique non officielle de la police. Alors que l'enquête officielle naviguait dans ses méandres procéduraux, un mouvement populaire extraordinaire prenait forme à Byron Bay. Des centaines de résidents locaux, des étrangers qui n'avaient jamais rencontré Théo, ont été émus par le sort de la famille et un sentiment collectif de responsabilité. Ils refusaient d'accepter qu'un jeune visiteur puisse simplement disparaître de leur ville sans laisser de traces. Cet effort bénévole s'est transformé en une enquête parallèle très organisée qui a duré plus de 15 mois et a ensuite été récompensée par le prix de l'équipe de bénévoles de l'année de la NSWAV. Cette mobilisation communautaire n'était pas une recherche à l'aveugle. C'était une réponse directe à une lacune de connaissances dans l'enquête officielle. Pendant que la police attendait les mandats et les données, la famille de Théo en Belgique, poussée par le désespoir, avait réussi à déchiffrer ses mots de passe et à accéder à son compte Google. Il possédait l'information cruciale, la carte de son parcours numérique. Ils ont partagé cette information avec les responsables de la recherche communautaire et avec le journaliste David Murray, dont le podcast The Lighthouse allait documenter leurs efforts. Cela a effectivement externalisé l'enquête. Les bénévoles n'erraient pas sans but, ils formaient une équipe de recherche basée sur les données, suivant les miettes de pain numériques fournies par la famille. Cette approche ciblée a conduit à la découverte physique la plus importante de toute l'affaire. Le 7 juillet 2019, des chercheurs communautaires ont trouvé la casquette de baseball Puma grise que Théo portait la nuit de sa disparition. Elle se trouvait dans une brousse dense le long du sentier même que les données de son téléphone montraient qu'il avait emprunté. Cela reste la seule trace physique de Théo jamais retrouvée. La famille de Théo est devenue le cœur émotionnel et stratégique de cet effort communautaire. Son père, Laurent, et sa mère, Vinciane, se sont rendus en Australie et les appels sincères de Laurent au public et ses remerciements aux bénévoles ont galvanisé la communauté.
Il est devenu une figure familière et tragique, menant les recherches et jurant de tenir la promesse qu'il avait faite au jeune frère de Théo, Lucas, ramener son frère à la maison. L'effort communautaire était donc plus qu'une simple force d'appoint. Était un témoignage du pouvoir de l'enquête citoyenne ALR numérique, catalysée par les limites procédurales du système officiel et alimentée par l'amour d'une famille. Entre novembre 2021 et février 2022, la disparition de Théo Hayes a fait l'objet d'une enquête du coroner tenue au tribunal local de Byron Bay. Présidée par la coroner de l'État de NSW, Teresa O'Sullivan, l'enquête N n'était pas un procès, mais une mission d'établissement des faits. Son but était d'examiner toutes les preuves disponibles et, si possible, de faire des constatations formelles sur l'identité de Théo, ainsi que sur la date, le lieu, la manière et la cause de sa mort présumée. Pendant 13 jours d'audience, le tribunal a entendu les témoignages de la police, de la famille, des amis, des témoins et des experts techniques, articulant formellement l'ambiguïté durable et profonde de l'affaire. L'enquête est devenue le forum officiel pour les deux récits dominants et concurrents qui avaient défini l'affaire depuis le début. D'un côté, la théorie policière de la mésaventure, de l'autre, la forte conviction de la famille en un acte criminel. Mort par mésaventure. Cette théorie, avancée par la police, postulait que Théo avait eu un terrible accident alors qu'il était seul. Elle suggérait que, désorienté et essayant de trouver son chemin, il avait tenté de grimper les falaises dangereuses vers le phare de Cape Byron, était tombé dans l'océan et avait été emporté par les puissantes vagues, victime d'un acte criminel. Cette théorie, fermement défendue par la famille et leur avocat, soutenait que le voyage bizarre de Théo ne pouvait s'expliquer que par la présence d'autres personnes. Elle affirmait que une ou plusieurs personnes ont causé sa mort et se sont débarrassées de son corps, soit par une rencontre violente, soit par un accident qui a été ensuite dissimulé. Le 21 octobre 2022, la coroner O'Sullivan a rendu ses conclusions très attendues. Bien qu'elle ait pu apporter quelques certitudes formelles, sa conclusion finale a souligné l'insolubilité du mystère. Théo est décédé. La coroner a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Théo Hayes était décédé. Elle a déterminé qu'il était probablement mort le 1er juin 2019 ou peu après, à Byron Bay ou à proximité. Suicide exclu. Elle a catégoriquement exclu le suicide, déclarant que cela semblait hautement improbable et qu'il n'y avait aucune preuve suggérant qu'il avait une raison de disparaître intentionnellement. Cause et manière indéterminées. Dans la conclusion la plus critique, la coroner O'Sullivan a déclaré qu'elle était incapable de déterminer la cause ou la manière de sa mort. Elle a conclu « Malheureusement, il n'y a tout simplement pas assez de preuves devant moi pour étayer ou exclure l'une ou l'autre théorie. L'affaire a été laissée officiellement ouverte, un mystère aux yeux de la loi. La partie la plus percutante de l'enquête n'a peut-être pas été sa conclusion non concluante sur Théo, mais son diagnostic concluant des problèmes systémiques qui ont miné l'enquête. L'affaire Hayes est devenue une étude de cas puissante sur l'échec du droit du XXIe siècle à suivre le rythme de la technologie du XXIe siècle. Les recommandations de la coroner ont transcendé ce cas unique, appelant à des réformes radicales de la manière dont les enquêtes sur les personnes disparues sont menées à l'ère numérique. Le pouvoir économique et l'opacité de certaines multinationales de la tech ont été pointées du doigt. Ses principales recommandations comprenaient réforme législative pour l'accès aux données, un appel aux commissions de réforme du droit de la NSO et de l'Australie pour mener une enquête conjointe sur les pouvoirs dont disposent les enquêteurs pour obtenir rapidement des informations auprès de sociétés technologiques multinationales comme Google, Apple et Meta. Était une réponse directe aux retards critiques qui ont entravé l'enquête policière. Expertise technique. Policière améliorée. Une recommandation pour que la police de la NSW développe et finance sa propre expertise technique interne pour s'adapter plus rapidement au développement de la technologie moderne,
réduisant ainsi la dépendance à des processus externes lents. Procédures améliorées pour les personnes disparues. Un appel à réviser les procédures opérationnelles standards pour les personnes disparues afin d'inclure, dès le premier signalement, des informations numériques cruciales telles que les comptes de messagerie d'une personne, ses profils de médias sociaux et ses fournisseurs de services téléphoniques. En ce sens, le véritable héritage de l'enquête N n'était pas de résoudre le mystère de ce qui est arrivé à un jeune homme, mais de reconnaître formellement que tout le système d'enquête était mal équipé pour le monde moderne. C était une prise de conscience qui a exposé comment les forces de l'ordre sont souvent dépassées technologiquement et légalement par les plateformes mêmes qui détiennent les clés pour résoudre de telles disparitions. La conclusion non concluante sur le sort de Théo était, en soi, un verdict puissant sur un système ayant un besoin désespéré de changement. L'enquête du coroner a laissé les deux théories principales sur ce qui est arrivé à Théo Hayes, la mésaventure et l'acte criminel, comme des possibilités également plausibles, mais profondément imparfaites. Les preuves recueillies peuvent être utilisées pour soutenir ou contredire les deux récits, laissant l'affaire suspendue dans un état de équilibre frustrant. Une évaluation critique de chaque théorie révèle pourquoi, des années plus tard, aucun consensus n'a été atteint. La théorie de la mésaventure est l'explication la plus simple. Elle postule que Théo, seul, perdu et désorienté par l'alcool, a pris une série de mauvaises décisions qui ont conduit à un accident tragique. Le récit suggère qu'il s'est éloigné du centre-ville, s'est senti confus par le paysage inconnu et, peut-être en essayant d'atteindre le phare emblématique comme point de repère, a tenté de prendre un raccourci dangereux en escaladant les falaises abruptes de Cozy Corner. Dans ce scénario, il a glissé laissant peut-être tomber son téléphone en premier et est tombé dans l'océan turbulent en contrebas, où son corps a été emporté par de fortes houles et n'a jamais été retrouvé. Localisation. La dernière position connue de son téléphone, basée sur les données cellulaires, se trouvait en effet dans la zone du cap Byron, près des falaises. Terrain. Les falaises de Cozy Corner sont indéniablement dangereuses, surtout la nuit. Une chute serait presque certainement fatale. Absence de corps. Les puissants courants océaniques et la vie marine de la région fournissent une explication plausible à la non-découverte de son corps. Intoxication. Le rapport initial du personnel du bar selon lequel il a été expulsé pour ivresse fournit une raison potentielle à sa désorientation et à son mauvais jugement. Caractère. La théorie est fondamentalement en contradiction avec la personnalité établie de Théo. Sa famille et ses amis le décrivent comme prudent, responsable et quelqu'un qui évitait de boire excessivement précisément parce qu'il appréciait de garder le contrôle. Intoxication. Contestée. L'affirmation de son intoxication est fortement contestée par tous ses amis qui étaient avec lui cette nuit-là. Chemin déterminé. Sa trace numérique ne ressemble pas à l'errance aléatoire d'une personne perdue. Il se déplaçait avec détermination et à grande vitesse sur un terrain difficile, suggérant une destination ou qu'il suivait quelqu'un. Conscience de la localisation, il a vérifié à plusieurs reprises Google Maps, qui lui aurait clairement montré qu'il marchait dans la mauvaise direction. Une personne perdue aurait probablement fait demi-tour. Action contradictoire. S'il était perdu et paniqué, éteindre le GPS de son téléphone serait un acte contre-intuitif et illogique. De plus, son activité numérique calme après 00005, regarder une vidéo comique et envoyer un message décontracté à un ami, ne correspond pas à l'état d'esprit de quelqu'un en péril. Sa famille est catégorique sur le fait qu'il n'aurait jamais tenté une ascension aussi dangereuse seul la nuit. La théorie de l'acte criminel soutient que Théo N n'était pas seul. Elle suggère qu'après avoir été expulsé du bar, il a rencontré une ou plusieurs personnes qui l'ont soit attiré, soit forcé à entreprendre ce voyage bizarre qui s'est terminé par sa mort et la dissimulation ultérieure de son corps. Le chemin. L'itinéraire qu'il a emprunté, en particulier le raccourci à travers la brousse dense et sombre hors du sentier principal, nécessitait une connaissance locale. Ce n'est pas un chemin qu'un touriste trouverait ou choisirait de prendre, surtout pas pour y faire du jogging la nuit.
C'est peut-être l'indicateur le plus fort qu'il était avec un guide. L'arrêt de 7 minutes, la pause inexpliquée de 7 minutes sur le terrain de loisirs, est largement considéré comme le moment et le lieu les plus logiques pour qu'un rendez-vous ait eu lieu. La casquette tombée. Le fait qu'il n'ait pas récupéré sa casquette préférée suggère qu'il était soit en état de détresse, soit pressé, soit empêché de le faire. Tout cela est plus plausible s'il était avec quelqu'un d'autre. Les preuves numériques, la désactivation manuelle du GPS de son téléphone pourrait signaler le moment où une situation est devenue hostile, soit comme un acte d'autopréservation, soit parce qu'il y a été forcé. Le fait que son téléphone ait continué à bouger pendant des heures après son dernier message implique fortement que quelqu'un d'autre en était en possession, l'invraisemblance inhérente de la mésaventure. Pour beaucoup, les preuves en faveur de l'acte criminel sont renforcées par le grand nombre de contradictions dans la théorie de la mésaventure. La conviction inébranlable de la famille qu'il était avec quelqu'un est enracinée dans leur connaissance intime de son caractère. Cependant, une donnée centrale introduit une complication significative pour cette théorie. Une analyse des données de télécommunication de la zone aurait montré qu'aucun autre téléphone mobile, du moins sur le réseau Android, ne se trouvait à proximité immédiate de Théo pendant son arrêt de 7 minutes au filet de cricket. À première vue, c'est une preuve puissante suggérant qu'il était, en fait, seul. Cependant, l'analyse était assortie d'une mise en garde critique. Le même suivi n'a pas pu être confirmé pour les iPhones d'Apple. Cela crée un paradoxe. Les données numériques semblent exclure un compagnon, mais une zone d'ombre technologique signifie qu'une personne avec un iPhone aurait pu être avec lui et rester numériquement invisible à cette recherche spécifique. Ce seul point de données, avec sa limitation cruciale, résume toute l'affaire. Une preuve qui semble offrir une réponse claire est immédiatement sapée par une technicité, laissant la question fondamentale de savoir s'il était seul suspendu dans un état d'incertitude permanente. En l'absence de corps ou d'aveu, l'affaire Theo Hayes est devenue une toile sur laquelle l'identité complexe et les angoisses de Byron Bay ont été projetées. Pour comprendre tout l'éventail des théories, il faut regarder au-delà des preuves immédiates pour examiner le tissu social de la ville elle-même, un lieu de profonde dualité. Byron Bay existe dans l'imaginaire populaire comme un paradis ensoleillé, une Mecque pour les surfeurs, les routards et les célébrités attirés par ses plages magnifiques et son style de vie décontracté et bohème. C'est la ville que Théo est venu voir. Mais sous ce vernis idyllique se cache une autre réalité. Une facette plus sombre connue des habitants qui implique une culture de la drogue omniprésente, des problèmes importants de sans-abrisme, une grande population de passage et des tensions entre les habitants et l'afflux de touristes. Ce contexte est essentiel pour comprendre l'éventail des théories spéculatives qui ont émergé, car elles reflètent souvent ces dynamiques sociales sous-jacentes où la lutte pour l'argent et les ressources crée des frictions. L'affaire est, en effet, devenue un test de Rorschach pour la communauté. Pour ceux qui craignent l'influence corruptrice de la drogue, l'explication la plus logique est un deal de drogue qui a mal tourné. Pour ceux qui nourrissent du ressentiment envers l'impact du tourisme, le récit d'un localisme hostile ou une rencontre avec un étranger dégénère tragiquement, semble plausible. Pour la police, axée sur la procédure et l'explication la plus simple, cela reste une mésaventure tragique mais simple. Et pour ceux qui ont une mémoire plus longue des affaires non résolues de la région, la disparition évoque l'ombre de quelque chose d'encore plus sinistre. Les diverses théories ne sont pas seulement des tentatives de résoudre un mystère, elles sont le reflet des propres peurs, préjugés et histoires de la communauté. L'une des théories spéculatives les plus persistantes est que Théo tentait d'acheter des drogues illicites. Dans ce scénario, son expulsion du Bahreïn n'était pas pour ivresse, mais pour avoir demandé à d'autres clients où il pouvait en trouver. Cela l'a conduit au terrain de loisirs, un endroit connu pour de telles transactions, où il a rencontré un ou plusieurs dealers qui l'ont mené sur le sentier de Bruce pour le voler, ce qui a entraîné sa mort. Alors que sa famille et ses amis insistent sur le fait qu'il n'était pas un consommateur de drogue. D'autres soutiennent
que les voyages peuvent amener les gens à expérimenter d'une manière qu'ils ne freinent pas chez eux et qu'il y a une première fois pour tout. L'économie souterraine de la drogue à Byron Bay est une réalité qui ne peut être ignorée. Le vide de preuves a également permis à des théories plus vastes et alarmantes de prendre racine, reliant l'affaire de Theo à un schéma plus large de disparition et de violence dans la région. Lien avec Thea Lidl. Les enquêteurs ont exploré un lien potentiel avec l'affaire de Thea Lidl, une autre personne disparue de la région de Byron. Une dénonciation a conduit des enquêteurs privés à un squat abandonné dans la ville voisine de Nimbin, un lieu connu pour sa contre-culture et son trafic de drogue. Ils cherchèrent les affaires de Theo, mais ont trouvé à la place des objets appartenant à Lidl, dont les restes ont été découverts plus tard ailleurs. Bien que cette piste ait été suivie, aucun lien définitif entre les deux affaires n'a jamais été officiellement établi. La théorie du tueur de Byron Bay, Kerr. L'affaire a également été balayée par des affirmations plus larges et plus sensationnelles d'un prédateur en série, opérant dans la région des Northern Rivers depuis des décennies. En 2024, un député de la NSW, Jeremy Buckingham, s'est adressé au Parlement, affirmant que des similitudes alarmantes entre des dizaines de disparitions et de meurtres non résolus justifiaient une nouvelle enquête sur un tueur en série potentiel. La police a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune preuve indiquant qu'un délinquant commun était responsable des différentes affaires. Bien que cette théorie fasse partie intégrante du récit public et de la peur locale, elle reste très spéculative et n'est étayée par aucune preuve directe dans l'enquête Hayes. Ces théories, bien que non prouvées, soulignent le profond malaise que la disparition de Theo a laissé dans son sillage. Elles témoignent d'une communauté aux prises avec une tragédie qui semble défier toute explication simple, la forçant à affronter les possibilités les plus sombres qui se cachent dans l'ombre du paradis. Des années après sa disparition dans la nuit australienne, Theo Hayes reste un fantôme. Il existe dans l'empreinte numérique de ses dernières heures déroutantes, dans les souvenirs chéris de sa famille et au cœur de l'une des affaires de personnes disparues les plus perplexes de l'histoire récente. Malgré l'une des recherches les plus vastes et les plus avancées sur le plan technologique imaginable, une longue enquête du coroner et une récompense de 500 000 $ qui restent non réclamées, les questions fondamentales de savoir où il est, comment il est mort et pourquoi, restent toutes sans réponse. L'histoire de Theo Hayes est une histoire sans fin, une source de douleur infinie pour sa famille. Son père, Laurent, est hanté par la promesse qu'il a faite à son fils cadet, Lucas, de ramener Theo à la maison, une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Sa mère, Vinciane, a parlé de la nécessité déchirante d'apprendre à cesser de chercher pour survivre, une paix tourmentée qui accepte l'inconnaissable. Leur chagrin est aggravé par le mystère, une blessure qui ne peut se refermer. Pourtant, l'héritage de l'affaire S étant au-delà de cette tragédie personnelle. C'est devenu un événement marquant qui a exposé de manière irrévocable la friction critique entre les réalités de la vie moderne et les limites des lois et des procédures d'enquête obsolètes. La disparition de Theo a mis à nu les immenses défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées lorsque des preuves cruciales sont enfermées derrière les murs cryptés des sociétés technologiques multinationales. Les recommandations puissantes formulées par le coroner de la NSW sont l'héritage involontaire de Theo. L'appel à une réforme systémique, pour de nouvelles lois accordant aux enquêteurs un accès rapide aux données numériques, pour que les forces de police soient le mieux équipées en expertise technique, et pour que les protocoles relatifs aux personnes disparues soient modernisés, est le résultat direct des échecs et des frustrations rencontrées lors de sa recherche. Les changements suscités par son cas pourraient, à l'avenir, fournir les réponses rapides que sa propre famille s'est vue refuser. Pour l'instant, il reste perdu dans l'espace entre deux théories inconciliables. A-t-il été victime d'une tragique mésaventure solitaire sur une falaise sombre? Ou a-t-il été victime d'un acte humain malveillant, son sort scellé par une rencontre fortuite après un moment porte coulissante? L'épreuve étant dans un état d'équilibre permanent, la vérité reste insaisissable. Gardée secrète par la brousse silencieuse de Cape Byron, l'immensité de l'océan Pacifique, ou peut-être
par quelqu'un, quelque part, qui n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé à Théo? Quelle théorie vous semble la plus plausible? Laissez votre analyse respectueuse dans les commentaires ci-dessous. Discutons de cette affaire avec la dignité qu'elle mérite. Merci d'avoir regardé cette enquête sur Traces perdues.